Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Commençons par la garde nationale stationnée autour du Capitole de la Nation qui va rentrer chez elle. Les plus de 2000 soldats de la garde nationale quittent à présent le Capitole. Un porte-parole de la garde nationale a déclaré que la police du Capitole n'a pas demandé à la garde de rester au-delà du 23 mai. Le lieutenant général à la retraite, Russell Honoré, déclare que la mission de sécurisation du Capitole a été accomplie. 137 jours après les événements du 6 janvier, M. Honoré a souligné sur CBS à Face the Nation l'urgence de l'adoption par le Sénat du projet de loi sur la sécurité d'un montant de 9 milliards de dollars. Pour rappel, en février dernier, Lisa McClain, membre du Congrès du Michigan, et d'autres républicains de la Chambre des représentants avaient demandé à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, d'expliquer les raisons du maintien des troupes à Washington. Madame McClain a déclaré à Fox News que les seules informations qu'elle avait pu avoir, elle et ses collègues, ont été reçues et diffusées par les médias qui ont dit que les troupes pourraient rester jusqu'en automne. McClain a dit qu'elle a demandé à Pelosi un briefing sur les raisons pour lesquelles ils ont besoin des troupes ici pour si longtemps, mais elle a dit qu'ils n'ont reçu aucune information. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré à l'époque que les coûts estimés de la protection de la garde nationale au complexe du Capitole jusqu'au 15 mars coûteraient près d'un demi-milliard de dollars aux contribuables. Passons à présent aux infrastructures, les infrastructures qui sont toujours un sujet qui est très débattu. M. Biden a réduit sa proposition de 1,7 milliard de dollars contre le 2,25 milliards de dollars à l'origine. Selon Politico, Jen Psaki, attachée de presse à la Maison-Blanche, estime que cela montre que le gouvernement est prêt à travailler avec tous les partis. Elle a déclaré lors d'un point presse que, je cite, « c'est l'art de trouver un terrain d'entente ». Mais les républicains disent que beaucoup des coupes qui ont été demandées n'ont pas été faites. La contre-proposition des républicains coûte 568 millions de dollars. Ce n'est pas seulement le prix élevé qui pose problème aux républicains, ils s'inquiètent également de la destination de l'argent. Les républicains s'interrogent sur ce qui est considéré comme une infrastructure, car de nombreux éléments de la proposition relèvent le désaccord avec les démocrates de ce qu'ils appellent l'infrastructure humaine, comme les voitures électriques, les services de garde d'enfants, l'enseignement universitaire gratuit, les congés payés. Les républicains ont fait pression pour ce qu'ils appellent l'infrastructure traditionnelle, comme les routes, les ponts, les hauts débits. Quant à savoir qui va payer pour tout cela, M. Biden a indiqué les hausses d'impôts sur les riches en augmentant le taux d'imposition sur les sociétés à 28%. Les républicains et certains démocrates sont méfiants à ce sujet, disant que cela pourrait nuire à l'économie plutôt que de l'aider. Selon CNN, le chef de la minorité de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré que l'augmentation des impôts serait la plus grosse erreur que l'on puisse faire. Pour le moment, les négociations sont toujours en cours, même sans le soutien des républicains, les démocrates peuvent à nouveau recourir à la réconciliation budgétaire, et c'est ainsi qu'avait été adopté le plan d'aide aux victimes de la guerre en 1929 d'une valeur de 1 900 milliards de dollars. Mais le démocrate modéré, le sénateur Joe Manchin, a déclaré qu'il était opposé à l'utilisation de cette méthode après l'adoption partisane du plan Covid-19. Il s'est également opposé à une augmentation aussi importante du taux d'imposition des sociétés, suggérant plutôt un taux de 25%. De son côté, le sénateur Bernie Sanders a déclaré ce week-end dans l'émission Face the Nation de CBS, je cite, « Nous aimerions être bipartisans, mais je ne pense pas que les dirigeants républicains aient la volonté de s'attaquer à la crise majeure à laquelle le pays est confronté. » Fin de citation. Et l'administration Biden espère toujours que le Congrès fera des avancées majeures sur le projet d'infrastructure d'ici le Memorial Day et qu'il adoptera le projet de loi d'ici le 4 juillet. Et ceci intervient alors qu'un groupe bipartisan de sénateurs présente un projet de loi sur les transports de surface d'un montant de 303,5 milliards de dollars. Le projet de loi prévoit de renouveler le financement du ministère des Transports pour les autoroutes, les routes, les ponts. Le financement actuel doit expirer en septembre. Les dépenses proposées sont 34% plus élevées que celles autorisées par le Congrès en 2015. Actuellement, le président de la commission, le sénateur démocrate Tom Carper, déclare dans un communiqué, je cite,
Nous devons renouveler l'autorisation pour le projet de loi sur les transports de surface avant que son autorisation actuelle n'expire en septembre. Il s'agit d'une base essentielle pour le plan d'emploi américain du président Biden. La membre la plus haut placée de la commission, la sénatrice Shelley Moore Capito, déclare de son côté que l'infrastructure sûre et fiable est quelque chose que chaque Américain peut soutenir. Ajoutant que depuis le début de ce processus, elle avait exprimé son désir de travailler ensemble au-delà des clivages politiques afin de développer une solution bipartisane pour relever les défis de notre nation en matière d'infrastructure. La mesure intervient dans un contexte de désaccord persistant entre les partis politiques sur le projet d'infrastructure de M. Biden. La proposition bipartisane de transport de surface jouera certainement un rôle dans le conflit sur le plan d'infrastructure, car elle montre que les républicains se rallieraient forcément à l'adoption d'un projet d'infrastructure traditionnel. Et dans le cadre de la proposition d'infrastructure de M. Biden, le taux d'imposition des sociétés devrait passer à 28%. Et pour ceux qui prévoient de transférer de l'argent à l'étranger, le taux d'imposition minimum mondial devrait également augmenter. Le département du Trésor a proposé jeudi d'accepter un impôt minimum mondial sur les sociétés d'au moins 15% en baisse par rapport aux 21% proposés précédemment. Le département du Trésor a déclaré jeudi qu'un taux minimum mondial d'impôt des sociétés garantirait la prospérité de l'économie mondiale sur la base de règles du jeu plus équitables en matière d'imposition des sociétés multinationales et stimulerait l'innovation, la croissance et la prospérité tout en améliorant l'équité pour la classe moyenne et les travailleurs. Ils poursuivent en affirmant qu'avec l'impôt minimum mondial sur les sociétés, qu'il y a une course vers le bas en matière d'impôts sur les sociétés, ce qui a sapé la capacité des États-Unis et d'autres pays à collecter des revenus nécessaires pour réaliser des investissements essentiels. Selon CNBC, la Maison-Blanche a souligné que l'augmentation du taux d'imposition minimum mondial était un objectif clé de l'administration Biden. Le conseiller adjoint à la sécurité nationale et directeur adjoint du Conseil économique national, Dalip Singh, a déclaré à CNBC qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question fiscale. Il s'agit de savoir comment finançons-nous les initiatives qui, selon nous, sont essentielles à notre renouveau national. Il ajoute que l'objectif est d'uniformiser les règles du jeu. En 2017, l'administration Trump et les républicains du Congrès ont réduit le taux d'imposition des sociétés qui étaient passées de 35% à 21%. Dans le même temps, le Trésor a lancé un impôt minimum américain de 10,5%, connu sous le nom d'impôt mondial sur les revenus intangibles faiblement imposés. Il s'agit de récupérer les revenus déplacés par les entreprises vers les pays à fiscalité privilégiée. Le taux de 21% proposé par l'administration Biden était généralement considéré comme un point de départ pour la reprise des négociations de l'OCDE sur un impôt minimum mondial. L'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE, est composée de 37 pays membres qui discutent et développent des politiques économiques et sociales. Actuellement, Reuters rapporte que la France et l'Allemagne soutiennent le relèvement de l'impôt minimum mondial, le qualifiant de bon compromis et de grand progrès. Ils insistent tous deux sur le fait que ces discussions devraient être conclues comme prévu par une réunion des ministres des Finances du G20 en juillet, alors que l'OCDE suggère qu'il faudrait attendre jusqu'en octobre pour finaliser un accord. L'Irlande, quant à elle, a fait part de ses inquiétudes concernant un impôt minimum mondial. Le pays a choisi en effet un modèle à faible imposition pour attirer les investissements étrangers. Le pays a l'un des taux d'imposition des sociétés les plus bas de l'OCDE, un impôt à 12,5%. Selon la Tax Foundation, l'augmentation du taux d'imposition des sociétés à 28% porterait le taux d'imposition combiné fédéral-État américain à 32,34%. Ce changement ferait du taux d'imposition des sociétés américains le plus élevé de l'OCDE, ce qui réduira la compétitivité des États-Unis. Le taux moyen d'imposition des sociétés dans les pays de l'OCDE, à l'exclusion des États-Unis, est de 23,4%. La secrétaire d'État au Trésor Janet Yellen a fait valoir qu'un impôt minimum mondial était nécessaire pour éviter une course vers le bas, c'est-à-dire lorsque les pays cherchent à se surpasser les uns les autres en appliquant un taux inférieur pour attirer les entreprises. Et Tax Foundation
a déclaré dans un rapport que, contrairement aux affirmations de la proposition concernant un nivellement vers le bas, les taux d'imposition des sociétés, les réductions des taux d'imposition des sociétés ont atteint un plateau depuis plus d'une décennie. De son côté, l'administration Biden cherche à obtenir une coopération internationale sur le taux minimum mondial d'imposition des sociétés afin de compenser, au moins partiellement, les inconvénients qui pourraient découler de la proposition de l'administration de porter le taux d'imposition des sociétés américaines à 28%. Cette mesure est considérée comme un élément clé du financement de la proposition d'infrastructures massives de l'administration Biden, mais comment l'augmentation de l'impôt minimum mondial va-t-elle affecter les marchés? Un taux d'imposition minimum mondial pourrait bouleverser les règles du jeu. En effet, les pays habituellement considérés comme des paradis fiscaux, tels que les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, seront touchés. Ces territoires ont en effet un taux d'imposition des sociétés de 0%. Un rapport montre que 57% des entreprises avaient des filiales situées aux Bermudes ou aux îles Caïmans pour l'année 2016. C'est le rapport le plus récent. Les plus grands acteurs sont les entreprises pharmaceutiques comme Pfizer et Johnson & Johnson. Selon une analyse de Goldman Sachs, plusieurs grandes entreprises américaines réalisent plus de 50% de leurs revenus à l'international. L'objectif du taux d'imposition minimum mondial est de rendre ces sites inutiles. Reven Avi-Johan, qui est professeur de droit et directeur du programme de fiscalité internationale à l'Université du Michigan, explique à Fast Company que si tous les pays avaient le même taux d'imposition, les entreprises n'auraient aucun avantage à créer des filiales offshore. Selon la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, le taux d'imposition minimum mondial garantirait que tous les citoyens partagent équitablement la charge du financement du gouvernement. Pourtant, certains économistes rétorquent qu'un taux d'imposition minimum mondial pour les sociétés frustrera le marché libre, mais qu'il ne bénéficiera pas non plus du soutien des gouvernements étrangers. Voilà. Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.